Professeur, nous vous accueillons avec joie et nous sommes très honorés de votre présence. Je vais passer comme à l'accoutumée quelques minutes à vous présenter aux auditeurs qui sont parmi nous et donc vous rappeler que nous sommes une association d'experts, d'arbitres et de médiateurs et que nous avons donc comme habitude de recevoir un certain nombre de personnalités à l'occasion des matinales et que nous sommes donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Quelques mots pour vous présenter très rapide. Vous avez une carrière très riche, une carrière qui a été émaillée de nombreuses fonctions dans différents domaines. Et donc, je vais essayer de faire un résumé. Pardonnez-moi si elle ne relate pas l'entièreté de votre parcours. Madame Mekessédian, vous êtes professeur émérite de l'Université de Paris Panthéon-Assas. À ce titre, vous avez été l'auteur de nombreuses publications, parmi lesquelles le droit international collaboratif aux éditions Pédone, l'autonomie en droit européen, pardonnez-moi, aux éditions Panthéon-Assas, le droit du commerce international chez PUF, le financement du contentieux par un tiers aux éditions Panthéon-Assas et le droit européen et l'arbitrage d'investissement, toujours aux éditions Panthéon-Assas. C'est dire les nombreuses publications, mais il y en a d'autres que vous avez Ouais, ouais, je comprends. Rien un peu. faire. Pardonnez-moi. Non, non, Excusez. vas-y, avance. Ouais, je vais savoir des gouttes, mais... Donc ça, oui, c'est Il parce faut que en fait, fermer vos micros, s'il vous plaît, tous, je parce suis qu'on très entend bien. des gens qui parlent. Voilà, et j'ai cru que c'était Madame Kessedjian qui corrigeait Non, non. ce que je disais. Vous avez enseigné durant de nombreuses années, à peu près dans tous les coins du globe, et puis après avoir pratiqué le droit en qualité d'avocat au barreau de Paris durant près de 20 ans. Vous avez souhaité aujourd'hui centrer vos activités sur l'arbitrage, la médiation et la conciliation, ainsi que sur le conseil dans le cadre de contentieux économiques transnationaux ou sur des sujets de vigilance. Vous êtes par ailleurs accrédité sur des listes d'arbitres et de médiateurs à Londres et aux Pays-Bas notamment. Vous avez été désigné par la France sur la liste des conciliateurs du CIRDI, qui est la principale institution au monde dédiée au règlement des différends relatifs aux investissements internationaux. Enfin, vous pratiquez aussi la médiation préventive, notamment en aidant les entreprises à remplir leurs obligations de due diligence dans le cadre de ce que l'OCDE appelle la conduite des affaires responsables. Aujourd'hui, nous vous accueillons sur un thème qui est le suivant, la médiation dans le domaine des investissements étrangers. J'espère avoir résumé de manière pas trop simplifiée votre beau parcours et je donne la parole à Jocelyne Canetti, la présidente de notre commission communication, pour la suite de cette matinale. Jocelyne, c'est à toi, je coupe mon micro. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux. Vous êtes près de 40. Merci surtout à Marianne Gallo-Le-Laurier qui a identifié Catherine, qu'on connaît de longue date à l'IEM, mais qui l'a invitée à cette nouvelle matinale sur la médiation dans les investissements internationaux. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions discuter de manière à ce que nous puissions les synthétiser avec Emmanuel et Marianne et les poser à Catherine à la fin de son exposé. Et puis, voilà, la prochaine séance, ce sera début octobre sur à vos médiations et la posture de l'avocat en médiation. Catherine, merci d'être avec nous. Je te passe la parole tout de suite et merci à tous de couper vos micros de manière à ce qu'on entende bien Catherine. Bien, Madame la Présidente, merci beaucoup. Vous avez parfaitement résumé une, une longue carrière. Et merci Jocelyne. Et puis merci à Marianne Gallo-Le-Laurier d'avoir effectivement suggéré cette matinale sur un sujet dont j'espère vous allez attraper quelques bribes. C'est vraiment des sujets très spécialisés, donc j'espère pouvoir vous donner suffisamment d'informations pour que vous puissiez ensuite aller plus loin si vous le souhaitez. Donc, nous allons parler ce matin du règlement des différends entre investisseurs d'un côté et État hôte de l'autre. C'est important de bien comprendre ça
Ce sont souvent des contentieux, des différends que l'on peut qualifier de mixtes ou de asymétriques, parce qu'on a un État d'un côté et une entreprise ou des personnes physiques, c'est plus rare pour des personnes physiques, mais ça peut arriver, de l'autre côté. Et c'est toujours l'État hôte, c'est-à-dire l'État sur le territoire duquel l'investissement est fait, qui est le potentiel défendeur dans ce type de règlement des différends. Il peut y avoir d'autres configurations, mais pour aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler. Ce règlement des différends entre État hôte et investisseurs a été l'objet de très nombreuses critiques depuis quelques années, alors que la Convention de Washington de 1965, qui a donc donné lieu à la création du CIRDI, du Centre international de règlement des différends en matière d'investissement, qui est basé donc au sein de la Banque mondiale à Washington, avait eu une progression régulière de ces contentieux. Il y a plusieurs centaines d'arbitrages qui ont été menés sous l'égide du CIRDI. Ce n'est pas la seule institution qui s'occupe de ce type de contentieux, mais c'est la principale. Donc, critiques nombreuses, très nombreuses, sur lesquelles je vais passer. C'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, mais cela a entraîné la volonté de certains États, notamment le Canada et l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne n'est pas un État, mais un regroupement d'États, de proposer à la CNUTSI, donc à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, de proposer à la CNUTSI de travailler sur la réforme de ce règlement des différends. Et c'est donc dans ce cadre que très rapidement, la question de la médiation s'est posée. En effet, à partir du moment où on remettait tout à plat dans le règlement des différends en matière d'investissement, il fallait songer. Alors, c'est venu par le biais de la prévention. Il fallait donc songer à la prévention, à la médiation, en partie comme outil de prévention, mais aussi comme outil à la disposition des parties dans tout le processus de règlement des différends. Je reviendrai là, sur ce point, c'est très important, parce qu'il est vrai que beaucoup de personnes non initiées, on va dire, pensent que la médiation, c'est au tout début du différend, et puis ensuite on oublie la médiation et on passe à autre chose. En réalité, aujourd'hui, la culture dans le cadre de la médiation est définitivement pour dire que la médiation peut servir à tout moment dans le processus ou dans la procédure de différend. Le groupe de travail 3, donc, qui a été formé par la CNUTSI, je dois dévoiler ici que je suis observateur dans ce groupe de travail 3 et je représente l'Association de droit international. Ce groupe de travail 3 est à l'œuvre depuis 2017. Vous voyez, ce n'est pas d'hier. Et nous avons eu enfin cet été, donc à l'été 2023, l'adoption de 2 textes. Un texte très bref avec 5 propositions de dispositions qui seront insérées plus tard dans les textes adoptés sur ce règlement des différends, et puis des lignes directrices sur la médiation dans l'investissement. Alors, ça sera la deuxième partie de mon exposé. Je vais vous parler de ces textes, vous montrer un peu les forces et les faiblesses de ces textes, mais auparavant, je souhaite quand même vous donner quelques informations sur la place de la médiation, ou plutôt la non-place de la médiation, dans ce type de contentieux. Et pour cela, je prends appui sur une étude que j'ai initiée et que j'ai contribué à mener au sein de ce qu'il est convenu d'appeler l'Academic Forum, donc un forum universitaire. Academic Forum qui a été constitué à la demande du secrétariat de la CNUTSI pour les aider, parce que le secrétariat a peu de moyens, notamment en ressources humaines. Et donc, très souvent, l'Academic Forum a été là pour fournir des études un peu poussées, un peu approfondies, sur lesquelles le secrétariat pouvait ensuite
proposer ses propres notes et ses propres travaux. Donc, l'étude date maintenant de 2020. Elle vient d'être publiée dans un journal, elle est en anglais uniquement. Elle vient d'être publiée dans un journal, le Journal of International Dispute Settlement. Je viens d'en avoir la nouvelle. Je n'ai pas encore eu ni l'article en version électronique, ni le volume papier, mais j'espère pouvoir avoir une version électronique. Donc, ceux d'entre vous qui voudraient que je leur envoie quand je l'aurai, je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, peut-être vous pouvez passer soit par Jocelyne, soit par Marianne pour avoir mon adresse électronique et m'envoyer un message personnel pour que je puisse vous envoyer ce document. Nous avons fait 2 choses pour cette étude approfondie de la place de la médiation dans les investissements étrangers. La première chose, nous avons étudié les quelques 3000 traités bilatéraux d'investissement qui existent, qui sont pour la plupart assez anciens. Et nous avons regardé non seulement les clauses de règlement des différends, mais aussi une clause très particulière qui s'appelle en anglais la clause de cooling off, qui correspond à des périodes de réflexion en français. Et nous avons regardé la place de la médiation dans ces 2 types de clauses. Nous avons identifié 2000 dispositions de cooling off. Alors, je vous rassure, hein, tout ça, ça a été fait par logiciel, par des jeunes qui nous ont aidés dans cette étude. Hein, on n'a pas regardé effectivement 3000 traités à la lettre. Dans ces 2000 dispositions de cooling off, on s'est rendu compte que seulement 1% de ces dispositions mentionnaient la médiation comme un outil possible de négociation dans cette période de réflexion. 44% de ces dispositions sont silencieuses, elles prévoient juste une période de réflexion, donc ça veut dire une période pendant laquelle l'investisseur ne peut pas attaquer l'État. Hein, on ne peut pas, dans cette période de réflexion, l'investisseur ne peut pas ni aller à l'arbitrage ni devant une procédure judiciaire. 42% de ces dispositions parlent simplement de négociation, sans mentionner quel type de négociation. 10% visent des consultations. Alors, en droit international public, les consultations, c'est souvent des bons offices, mais enfin là, l'expression n'est pas utilisée. 3% prévoient une conciliation et 1% prévoient la médiation. Alors, attention, je répète ce que je viens de dire, cette étude a été faite sur les traités anciens, donc des traités qui sont en vigueur depuis un certain nombre d'années. On pourrait appeler ça les premières et deuxièmes générations de traités. La génération actuelle de traités, c'est-à-dire les nouveaux traités que l'on négocie et que l'on signe, sont beaucoup plus allants sur la médiation, et notamment si vous regardez le traité qui a été signé entre le Canada et l'Union européenne, qui est un traité de 2019, je crois, eh bien, ce traité a une longue disposition sur la médiation. Donc là, la culture commence à changer. Mais le temps que ces traités entrent en vigueur et soient vraiment appliqués, évidemment, ce n'est pas demain que nous allons avoir une foison de médiation. Nous ne sommes pas contentés de regarder les textes, nous avons aussi interrogé la pratique à la fois des investisseurs et des États. Pour les investisseurs, nous avons bénéficié d'une étude qui est faite périodiquement par l'université Queen Mary à Londres, qui a montré que 54% des investisseurs étaient favorables à la médiation dans ces domaines-là, même si parmi ces 54%, la plupart, une grosse majorité, dit qu'ils n'ont pas eu l'occasion de proposer une médiation à l'État hôte et que si, dans les rares cas où ils l'ont proposée, où ils ont pu la proposer, elle a en général été refusée par l'État. Donc, il y a effectivement très peu de pratiques, en tout cas telles que montrées par les investisseurs. Côté État, c'est plus compliqué, il n'y a pas d'études statistiques. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons interrogé les représentants des États qui négocient à la CNUTSI, donc environ une soixantaine d'États. On va dire que tous les États qui sont intéressés aux investissements étrangers sont là, aussi bien du point de vue des receveurs que du point de vue de ceux qui sont les États d'origine.
Et donc, cette pratique-là a montré, et on s'est servi aussi des chiffres qui sont publiés par le CIRDI, a montré une réticence extrême des États à la médiation. Le CIRDI note qu'il y a eu 13 conciliations sous son égide, 13 conciliations, je vais vous expliquer après, dans une minute, la différence entre les deux, 13 conciliations, et on a par d'autres institutions 10 médiations ou conciliations qui ont été entreprises. Donc, vous voyez, c'est des chiffres infinitésimaux par rapport aux centaines de procédures arbitrales. Alors, je vais parler uniquement de médiation, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en droit international public, traditionnellement, on parle surtout de conciliation. Ça s'explique par l'histoire et ça s'explique par un certain nombre d'autres considérants, mais je n'ai pas le temps d'entrer en matière. Aujourd'hui, le CIRDI a ajouté un règlement de médiation à son règlement de conciliation. Donc, la médiation a fait son entrée dans le CIRDI et la CNUTSI, qui avait adopté de nombreux textes, notamment un règlement et une loi modèle sur la conciliation, en 2018, à partir du moment où la Convention de Singapour a été adoptée, elle a changé le nom de ces textes et on parle maintenant de médiation. Donc, vous voyez, il y a une évolution aussi dans la terminologie, dans la sémantique qui est utilisée par les organisations intergouvernementales. Alors, pourquoi la médiation ne fait pas le bonheur des États, surtout? Nous avons identifié plusieurs obstacles. Je vais aller assez vite parce que le temps passe très vite. Nous avons des obstacles qui tiennent à l'organisation administrative de l'État, à l'organisation politique de l'État, surtout si l'État est un État démocratique. Nous avons identifié, et alors là, on est un peu les victimes de l'opinion publique très remontée contre les différends entre investisseurs et États. Et donc là, il y a véritablement une difficulté avec l'opinion publique. Nous avons aussi identifié une crainte des fonctionnaires qui seraient impliqués dans la négociation, dans la médiation, parce qu'ils craignent d'être en réalité la cible de procédures en responsabilité parce qu'ils auraient accordé par leur propre volonté une compensation à l'investisseur. Et donc, tous ces éléments mis bout à bout expliquent le peu d'appétence des États. J'ai cru important de vous présenter tous ces éléments de contexte avant de vous parler donc des deux textes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, pour le moment, le dernier état des textes dont je vais vous parler date d'avril 2023. Les textes ont été adoptés, comme je vous l'ai dit, définitivement par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international en juillet de cette année. La Commission dans son ensemble, pas seulement le groupe de travail, se réunit en juillet, mais du fait de l'obligation de traduction dans les 6 langues officielles des Nations Unies, nous n'avons pas encore eu le texte définitif qui a été adopté en juillet, mais il n'y a quasiment pas de modification. J'ai vérifié auprès de la CNUTSI là-dessus. Donc, le premier texte, c'est un texte qui est destiné à être inséré dans les futurs textes qui vont être adoptés sur la réforme du règlement des différends. Donc, ça va être des textes de hard law et il y a 5 dispositions seulement. C'est des dispositions, franchement, je vais pas en parler très, très longuement parce qu'elles ne sont pas hyper utiles, mais bon, elles existent, elles ont le mérite d'exister. En fait, elles sont destinées à poser un fondement juridique à la possibilité de la médiation pour rassurer les États et rassurer éventuellement les investisseurs. Mais les investisseurs, eux, n'ont pas forcément besoin d'être rassurés puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont quand même assez grandement favorables à la médiation. Mais c'est surtout pour rassurer les États. Donc, un fondement juridique qu'on insérera dans les traités futurs qui vont être adoptés, on l'espère. Encore quelques années de négociations vont être nécessaires. Ces 5 dispositions montrent 2 grandes tendances.
La première tendance, c'est que on favorise les médiations sous l'égide d'un règlement de médiation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément favoriser des médiations complètement ad hoc et sans une base, sans un cadre, sans une structure qui est constituée par un règlement. Et donc, on propose soit le règlement de la médiation du CIRDI, dont je vous ai déjà parlé, là, ça serait une médiation institutionnelle, soit le règlement de l'IBA, donc l'International Bar Association, ou de la CNUTSI, qui sont donc deux règlements ad hoc. Et c'est vraiment, je dirais, l'encadrement principal qui est proposé par ces dispositions. Alors, personnellement, je ne suis pas non plus une grande fan des règlements et de trop encadrer la médiation. Je trouve que la médiation, ce qui fait son bonheur, c'est vraiment la souplesse, la flexibilité, l'innovation. Mais on peut comprendre que pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller à la médiation, c'est rassurant d'avoir un règlement. Et donc, je comprends pourquoi la CNUTSI a proposé plutôt aux parties de s'accorder sur un règlement. Attention, tout ça c'est optionnel, donc c'est vraiment les parties qui vont choisir le règlement qu'elles souhaitent au moment où elles vont entrer en médiation. La deuxième tendance, et ça je suis beaucoup plus triste de voir cette tendance, c'est que le texte oscille constamment, les textes oscillent constamment, et on va le revoir dans les lignes directrices, entre le terme de procédure, proceedings en anglais, et le terme de processus. Et là, à mon avis, c'est une grosse erreur sémantique qui a des conséquences majeures sur la compréhension de ce qu'est la médiation. Personnellement, je refuse de parler de procédure. La médiation n'est pas une procédure. Je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention à la terminologie que nous utilisons parce que ça met, je trouve, psychologiquement et aussi juridiquement, les parties dans une disposition d'esprit qui n'est pas du tout la disposition d'esprit de la médiation. Et là, j'avoue que je regrette, j'ai beaucoup insisté pendant les négociations pour que le terme de procédure ait été supprimé des textes, mais je n'ai pas réussi. Et donc, par exemple, les lignes directrices parlent de régularité de la procédure et on va retrouver ce problème dans la Convention de Singapour. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'est la Convention de Singapour, mais si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Mais ça, c'est un vrai problème aujourd'hui dans le cadre de la médiation internationale. Mais bon, de temps en temps, quand même, les textes utilisent le terme de processus. Un autre point positif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que le texte insiste sur le fait que la médiation est disponible à tout moment. À tout moment. Ça, c'est très, très important. Et notamment pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'être médiateurs lorsque le règlement des différends, la clause de règlement des différends, par exemple dans le contrat commercial, propose un arbitrage, enfin prévoit un arbitrage, vous savez qu'aujourd'hui, on peut et on doit, il y a certains textes qui nous obligent à nous, arbitres, de le faire, de donner de proposer une phase de médiation même à l'intérieur de l'arbitrage, alors que l'arbitrage a déjà commencé et que les parties sont déjà en train d'échanger des écritures ou des documents dans l'arbitrage. Et pour l'avoir fait à plusieurs reprises moi-même, je peux vous dire que alors même que les parties avaient tenté une médiation au tout début avant d'aller à l'arbitrage et n'avaient pas réussi à se mettre d'accord, quand on leur propose une période de suspension de la procédure d'arbitrage pour permettre une nouvelle médiation, la plupart du temps, ça marche. Alors, pas forcément pour l'intégralité du litige, mais pour simplifier le litige quand on voit qu'il y a un ou deux points en litige, notamment dans des arbitrages complexes.
qui peuvent faire l'objet d'un accord entre les parties. Et du coup, l'arbitrage avance beaucoup plus vite, avec beaucoup moins de frais, et c'est un outil extrêmement utile. Et c'est cet aspect des choses que je trouve très positif dans la proposition de réforme de la CNUTSI. Parce que il faut bien dire que nos collègues arbitres sont un peu réticents à procéder comme je viens de le mentionner. Et donc, là, on a vraiment un ancrage pour cette possibilité. Je vais passer très vite aux lignes directrices, mais je vais quand même terminer pour vous dire que j'ai un autre regret sur ces 5 dispositions qui sont destinées à devenir du hard law, c'est que rien n'est dit sur la suspension de la période de prescription. Or, vous savez que c'est un gros problème dans certains États dont le droit interne ne permet pas la suspension de la prescription sur l'action principale lorsque l'on engage une médiation. Et c'était évidemment en Europe le grand avantage de la directive de 2008 qui nous a permis, alors même que le droit des États membres à l'époque ne le permettait pas, d'insérer cette suspension dans nos droits donc des États membres de l'Union européenne. Donc là, c'est un manque. Je crois que les négociateurs n'ont pas compris l'importance de ce point. Alors, il faudra être vigilant sur le droit interne de l'État hôte ou de l'État dans lequel la procédure arbitrage ou une procédure judiciaire est éventuellement possible. Donc, dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous donner quelques indications sur ces fameuses lignes directrices. Alors, comme leur nom l'indique, ces lignes directrices ne sont pas appelées à devenir du hard law, c'est vraiment un document à titre pédagogique. Ce document permet aux parties d'avoir en tête l'essentiel de ce qu'elles doivent prévoir pour aller à la médiation dans ces domaines. C'est donc en quelque sorte un vade-mecum qui a été proposé. Il y a 42 articles, 47, je ne sais plus. Je l'ai encore regardé hier soir, mais la nuit est passée. C'est 47 dispositions. Donc, c'est un document qui est comme un document pédagogique, donc qui va un peu dans les détails de l'attention que les parties doivent porter à ces éléments. Ça entre dans ce qu'on appelle dans le jargon des négociations internationales le fameux capacity building. Donc, c'est vraiment pour permettre aux parties qui n'ont pas l'habitude d'aller à la médiation d'avoir un texte qui leur permet de les guider. C'est effectivement ce que cela veut dire. Heureusement, le texte répète à plusieurs reprises que la médiation est un processus souple, donc flexible, qui va permettre aux parties d'adapter le processus à leurs besoins. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, surtout, le point essentiel au début de ces lignes directrices, c'est de bien rappeler aux parties et aux médiateurs que le processus appartient aux parties, est contrôlé par les parties et qu'en aucun cas, le médiateur n'est là pour proposer des solutions ou en tout cas prendre des décisions, c'est ce que dit le texte, prendre des décisions à la place des parties. Donc ça, c'est fondamental. Mais malheureusement, et c'est le cas parce que, encore une fois, en droit international public, on a plutôt la culture de la conciliation, donc plutôt la culture d'un conciliateur qui est en proposition, c'était important de le rappeler. Les articles 3 et 4 des lignes directrices proposent une liste de points qui vont permettre aux parties d'évaluer l'adaptation de la médiation à leur affaire. Donc, c'est vraiment dire aux parties, attention, la médiation n'est pas la panacée. Vous ne pouvez pas proposer une médiation dans tous les cas. Il y a certains cas qui ne peuvent pas être appropriés pour la médiation. Ce que je regrette sur cette liste, c'est qu'elle est trop abstraite, à mon avis. Et qu'en réalité, je ne crois pas que ce soit très utile, mais vous regarderez ça pour vous-même et peut-être que vous aurez un avis contraire.
Je trouve que quand on fait cette évaluation du cas pour savoir si vraiment c'est un cas qui peut donner lieu à une médiation et avec une certaine chance de succès, il faut être très concret, il faut être très précis, faut sur la personnalité des parties, sur la culture des parties, sur la manière dont les parties ont assuré la gouvernance à l'intérieur de leurs institutions, etc., etc. Tout ça n'apparaît pas dans cette liste. L'article 5 porte sur un problème très, 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 très discuté. On a passé plusieurs heures dans le groupe de travail 3 là-dessus. C'est de savoir si la médiation doit être mandatory, comme on dit en anglais, donc obligatoire, ou au contraire laissée à la totale volonté des parties. Alors pour moi, c'est une fausse discussion. Parce que nous savons tous en tant que médiateurs que même si elle est obligatoire, il faut quand même vérifier la volonté des parties. Et même si elle est obligatoire, la seule obligation, c'est que les parties aillent à la première réunion de médiation et qu'ensuite, elles peuvent évidemment toujours partir. C'est le principe même de la médiation. Excusez-moi. Donc, franchement, je pense que c'est un faux problème. Si vous saviez le nombre d'heures qu'on a passé là-dessus, c'est vraiment inimaginable. Donc, l'article 5 rappelle cela et dit bien qu'il peut y avoir une certaine obligation pour les parties d'aller à la première réunion, mais qu'ensuite, évidemment, elles sont libres de partir. Alors, certains traités bilatéraux disent d'ailleurs qu'il faut un délai, vous savez, un peu comme dans les salles d'examen où vous ne pouvez pas partir, les étudiants ne peuvent pas partir avant 1 heure quand ils ont reçu le sujet, après avoir reçu le sujet. C'est un peu ça que certains traités bilatéraux disent. Les articles 8 à 10 rappellent ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la médiation est disponible à tout moment. Donc, je n'insisterai pas parce que j'en ai déjà parlé. Les articles 11 à 13 parlent de nouveau des règlements et des institutions. Donc là aussi, je vais passer parce que j'en ai parlé. Les articles 14 à 24 sont consacrés aux médiateurs. Alors là, je vous encourage vraiment à lire ces dispositions de manière très, très précise. Il y a du bon et du mauvais. Il y a vraiment beaucoup trop, à mon avis, beaucoup trop de détails, notamment sur les compétences du médiateur. Ça, c'est un sujet qui, personnellement, me pose beaucoup de difficultés, à la fois en pratique et aussi en théorie. C'est est-ce que le médiateur est meilleur médiateur lorsqu'il connaît le sujet du différend, ou bien est-il meilleur médiateur quand il ne connaît rien et que donc il peut être le candide de l'histoire et permettre aux parties d'expliciter notamment leur métier, ce qu'ils font, comment ils ont conçu le contrat, etc. Ça, c'est un grand débat. Je ne sais pas si l'IEAM s'est penché sur ces questions, mais c'est vraiment une des difficultés que nous avons. Et moi, j'oscille. Alors, je suis très franche. De temps en temps, je dis, mais si, bien sûr, il faut connaître le fond. Et puis, de temps en temps, je me dis, mais non, dans telle affaire, tu connaissais rien au fond et c'était bien mieux. Et tu as réussi à permettre aux parties de mieux expliciter. Bien, voilà. Donc là, il y a vraiment ces 10 articles là-dessus. Donc, et d'ailleurs, vous verrez que dans la Convention de Singapour, il y a un petit peu de cette culture qui a été reprise. Les articles 25 à 30, c'est sur le rôle des parties et des représentants et des experts. On prévoit des experts. Vous savez que ces contentieux en matière d'investissement sont souvent très complexes, à la fois du point de vue fiscal, du point de vue comptable, etc. Donc, parfois, il y a besoin d'experts. Bon, je ne suis pas très convaincue qu'en matière de médiation, c'est absolument nécessaire. Il reste 5 minutes, Catherine. Oh, mais je vais même terminer avant, Jocelyne. Merci beaucoup. Et donc ensuite, les articles 31 à 34 nous parlent des différentes phases de la procédure. Voyez, je suis trop influencée du processus. Les articles 35 à 39 parlent de la confidentialité et de la transparence. Alors là, vraiment, c'est une des grandes difficultés. Vous savez, vous savez pas, mais l'une des attaques de la société civile
contre le règlement des différends en matière d'investissement étranger, c'est justement la confidentialité de l'arbitrage. Quand on pense que la médiation est encore plus confidentielle que l'arbitrage, c'est vraiment un point d'achoppement majeur pour l'utilisation de la médiation dans ces domaines. Les articles 40 à 41 parlent de l'accord de règlement. Pardon pour le jargon, mais c'est désormais le jargon acquis. C'est une traduction mot à mot de l'anglais et c'est le terme utilisé par la Convention de Singapour. Et puis les derniers articles, 42 à 47, parlent, alors là c'est vraiment très pédagogique, mais c'est très important, de la mise à niveau des législations nationales. Ça, il faut bien reconnaître que dans un certain nombre de pays, qui sont des États hôtes d'investissement, donc qui sont susceptibles d'aller à la médiation avec les investisseurs, leurs lois nationales en matière de médiation ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Et puis aussi la ratification de la Convention de Singapour, ça c'est un vrai problème pour l'Europe, et l'éducation et la formation à la médiation. Et puis l'insertion de clauses de médiation dans les traités bilatéraux d'investissement ou dans les contrats d'investissement. Voilà, j'en ai fini. Je suis désolée ce sont des dispositions un peu touffues et complexes, et donc j'ai le sentiment d'avoir juste effleuré la surface, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.